Ben, je vais vous dire un truc, j'ai l'honnêteté de vous le dire, je ne suis pas musulman, c'est pas à moi de le dire, mais par contre, nous, qui ne sommes pas là pour manipuler les musulmans, enfin, parce qu'on ne les prend pas tant que ça pour des cons, ils ne sont pas si faciles à manipuler, par contre, ceux qui disent ça, c'est parce qu'ils pensent qu'on veut faire comme eux. Nous, on a donné la parole notamment à Albert Ali, et qui va nous expliquer, puisque lui, il est formé, il est musulman et théologien, ce que c'est qu'un théologien musulman. Moi, je n'en sais rien, mais je sais par contre ce que c'est qu'un salopard, tu vois, et ce que c'est qu'un honnête homme, parce que j'ai de l'instinct et du vécu. Et moi, je tends la main à tout honnête homme, c'est tout. Donc Albert Ali, c'est un ami, il est musulman pratiquant, il va m'expliquer ce que c'est qu'un islam français de terroir. Moi, j'en sais rien, c'est pas à moi de vous expliquer l'islam. Hein. J'explique pas. Moi, je suis pas Maxime Rodinson ou Bruno Etienne qui explique. Tu vois, c'est toujours les mêmes qui expliquent tout à tout le monde. Comment tu vois l'islam en France? Je pense, moi, que l'islam, si j'ai bien compris, est une religion universelle, que la médiation par l'arabe, comme culture et comme langue, est une médiation terrestre, exactement comme il a fallu que Jésus passe par la médiation de l'ange Gabriel et de la Vierge Marie, mais que si c'est une religion universelle, elle peut s'exprimer dans toutes les langues. Sinon, c'est une religion ethnique. Hein, voilà. Et si elle peut s'exprimer dans toutes les langues, je peux la comprendre parfaitement en français, et que les religions, pour moi qui ne suis pas religieux, c'est un système de valeurs. C'est-à-dire que c'est des commandements qui propose une verticalité de la vie humaine, c'est-à-dire des choses qui sont bonnes, des choses qui sont moins bonnes, des choses qui sont mauvaises. C'est remettre l'homme debout, pour qu'il se redresse. Et que toutes les religions ont cette dimension positive, surtout quand elles ont duré et triomphé, c'est de permettre aux hommes de mieux vivre ensemble et de s'élever, c'est-à-dire d'être plus que des animaux. Et je pense, moi, que si l'islam a pu, à partir d'une révélation, dans une grotte au VIe siècle, je crois, a pu essaimer sur le monde, à un moment donné jusqu'en Indonésie, c'est que c'est pas juste, comme disait Houellebecq, une religion d'enculeurs de chameaux. Parce que, je cite Houellebecq. Hein, voilà. Voilà. Sinon, on peut dire que Jésus-Christ est un petit juif en train de pleurnicher en slip sur une croix. Vous voyez, on peut dire toutes ces saloperies quand on est dans l'irrespect. Vous voyez, ce que je remarque, c'est qu'on a droit aujourd'hui à l'irrespect contre l'islam, à l'irrespect contre le pape et le christianisme. Hein, il n'y a aucun problème. On peut insulter Jésus-Christ tout le temps. Il y a d'autres religions qu'il est très 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 dangereux d'insulter, hein, et qui pourtant ne sont pas les plus respectueuses. Voilà. Donc moi, je ne sais pas ce que c'est qu'un théologien musulman, mais je rêve d'en rencontrer, et je rêve, et surtout, mon travail, ça va être de leur donner la parole. Parce que je pense que si on est face à des théologiens musulmans qui expliquent l'islam de France aux Français, ils auront beaucoup moins peur de ce qu'on leur raconte sur l'islam, et puis on cessera de parler de la burqa, et je pense même qu'il n'y aura plus de burqa. Parce qu'il n'y a aucune raison d'être des burqas en France contre les musulmans. On sait très bien que les 6 filles qu'ils ont trouvées sont des convertis, et qu'en réalité, on les met à la télé pour faire peur aux Français. Et puis qu'elles se réclament de leur droit, de leur droit démocratique de mettre la burqa. C'est pas de la théologie musulmane, ça. C'est des droits de l'homme. Les droits de l'homme, excuse-moi, ça fait pas partie de l'épistémologie musulmane. Tu vois ce que je veux dire? C'est ce que je disais d'ailleurs, on m'a souvent pas très bien compris, à une autre fille qui a des bons aspects et d'autres moins bons, qui est celle qui s'occupe des indigènes de la République. Voilà. Je lui dis, ce qui est le problème, c'est quand tu insultes un Français au nom des droits de l'homme, c'est nous qui avons apporté les droits de l'homme. Donc si tu refuses la culture française, il faut refuser aussi tout ce qui va avec, c'est-à-dire les droits de l'homme. Les droits de l'homme, c'est pas dans le Coran, tu vois ce que je veux dire. Donc en général, les gens qui t'insultent avec des concepts qu'ils ont pris chez toi, ce sont des colonisés qui s'ignorent, ce sont des soumis agressifs. Soit on est soumis et on est docile, soit on est insoumis et on s'insoumet totalement. Mais insulter un Français et le traiter de colon au nom des droits de l'homme, les droits de l'homme font partie de l'appareillage colonial. Tu vois ce que je veux dire? Il faut être cohérent. Et à mon avis, ce manque d'intelligence génère de l'agressivité et est très contre-productif, parce que comme je l'ai dit, quand Ouria Boutelja, qui dit des choses très bien par ailleurs sur la Palestine, organise une manifestation à la Goutte d'Or pour commémorer Dien Bien Phu, c'est-à-dire une défaite de l'armée française en Indochine, est-ce qu'elle aide les Français d'origine maghrébine à s'insérer? Ce que je remarque, moi, c'est que les Franco-Vietnamiens, qui eux pourraient commémorer Dien Bien Phu, parce que c'est leur histoire, c'est l'Indochine, ne le font pas, et que comme par hasard, il n'y a aucun racisme anti-indochinois en France. Aucun. Et d'ailleurs, il n'y a pas de Roselmack aux yeux bridés. Il n'y a pas un Vietnamien à la télé. Parce que les Vietnamiens, qui sont souvent d'ailleurs la diaspora commerçante chinoise, n'ont jamais laissé Bernard-Henri Lévy parler à leur place. Hein, et gérer leurs problèmes d'antiracisme. Et donc il n'y a pas de racisme anti-indochinois, parce que les spécialistes de l'antiracisme, les Chinois qui sont suffisamment organisés, leur ont dit, laissez-nous gérer nos affaires. Il n'y a pas de racisme anti-asiatique en France. Or, nous avons eu une colonisation de l'Indochine. Ça s'est soldé par une défaite militaire à Dien Bien Phu, ce qui n'est pas le cas de l'Algérie, car nous avons gagné la bataille d'Alger, pour ceux qui ont une culture. Nous avons perdu sur le terrain politico-international, mais pas sur le terrain militaire. Alors, nous avons été vaincus par le général Giap à Dien Bien Phu, et nous n'avons aucune animosité envers les Vietnamiens, ils n'en ont aucune contre nous, et il n'y a aucun Vietnamien de France qui se fait ratonner dans la rue, mais seulement il ne commémore pas la défaite de Dien Bien Phu de la France en France.
Ben, vous avez, en associant les deux questions, vous avez perfidement fait le lien. La laïcité n'est pas l'absence de religion qui pourrait nous renvoyer à une certaine Grèce socratique, c'est-à-dire le monde du logos. Si c'était ça, je suis un laïc. Parce que moi je pense que profondément, quand je cherche ce que je suis un grec. Hein. Aristote, Platon, qui après a donné chez nous Pascal, avec du christianisme dedans, voilà, je sais quelle est mon histoire. Ce qu'on appelle aujourd'hui la laïcité, c'est en fait la religion de la République. Je dis que c'est une religion au sens que c'est une foi hystérique et violente, et quand on voit Mélenchon parler, on se rend compte que c'est le plus agressif de tous. Hein, c'est-à-dire que la laïcité, c'est les laïcards, et laïcards, effectivement, c'est les gens qui sont les francs-maçons, qui ont, pour prendre le pouvoir en France, via la Révolution française, détruit ce qui était l'ancienne France, c'est-à-dire la France du roi très catholique, hein, c'est-à-dire la noblesse catholique. Donc en général, un laïc, c'est effectivement un franc-maçon, en général, anti-catholique, hein, et qui tient son pouvoir d'un processus historique dont l'apogée a été la Troisième République. Hein. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui est sur le modèle de Jules Ferry et de Jean Jaurès. Jules Ferry, dont qu'on peut citer, qui est le père de la colonisation, comme vous le savez, et c'est l'histoire de la colonisation de l'Algérie. C'est-à-dire des francs-maçons qui ont voulu apporter à coups de pompe dans le cul les lumières à ces pauvres musulmans, et en disant aux catholiques pour qu'ils acceptent de signer le chèque, parce qu'à l'époque il y avait quand même un fort lobby catholique, vous pourrez en plus les évangéliser. On a échoué sur les deux domaines. Hein, voilà. Mais effectivement, un laïc en France, c'est en général un franc-maçon. Voilà. Et la franc-maçonnerie, c'est une forme de religion, et le symbole de la maçonnerie, c'est le temple de Salomon. C'est le symbole de la maçonnerie. C'est-à-dire que la maçonnerie, c'est une laïcité bizarre qui renvoie quand même à du religieux, hein, et qui ont plus à voir avec l'Ancien Testament qu'avec les évangiles. Vous voyez, l'histoire de la République française depuis la Troisième République est très maçonnique, et c'est vrai qu'on ne le dit pas beaucoup, mais si on veut employer une métaphore, la maçonnerie est le clergé de la République. Mais c'est un clergé occulte. C'est-à-dire que les trois quarts des Français ne savent pas que finalement la République est une religion d'une certaine manière, c'est-à-dire qu'il y a une foi, il y a une croyance, un sens de l'histoire, les lumières, le progrès. Il y a une violence, parce que c'est là qu'on voit que c'est une foi, c'est qu'il y a une violence. C'est-à-dire on voit Mélenchon quand il parle, il crache des flammes. Alors, vraiment la laïcité, c'est l'absence de toute foi et de tout fanatisme. Or c'est un fanatique laïcard. Hein. Et d'ailleurs son approche de la burqa est très très bête. Il dit, d'après les critères de la loi française, ce qui est d'ailleurs la loi maçonnique, il n'y a pas de problème de la burqa. Ah, oui, oui. Ce qui veut dire d'ailleurs que c'est ces critères de jugement qui sont mauvais parce qu'il y a quand même un problème. Il y a une tension, il y a des manipulations, etc. Il dit selon la République laïque, parce que lui, la laïcité, ça veut dire que la laïcité ne pratique aucune religion et est soi-disant neutre par rapport à toutes les religions. C'est évidemment faux à tous les niveaux. C'est faux historiquement parce que la France est un pays, comme vous le savez, chrétien et catholique. Donc voilà, il y a une histoire. La France n'est pas née en 1789 de façon abstraite, hein, donc il y a une histoire catholique et chrétienne très ancrée, que la laïcité elle-même, c'est le combat pour déposséder l'Église catholique des derniers privilèges qui lui restaient, dont le dernier, c'est la loi de 1905, c'est l'éducation des petits-enfants. Hein. Et la laïcité, ce n'est pas l'ouverture à toutes les visions du monde, et ce n'est pas uniquement se soumettre aux sciences de la nature, c'est-à-dire aux logos grecs, etc. C'est un système de valeurs conquérant et absolutiste, qui est en guerre pour une victoire totale, qui s'appelle les Lumières, les droits de l'homme, et l'idéologie du progrès. Et qui est quand même, je dois l'admettre, même si c'est ce dans quoi j'ai été élevé, et ce contre quoi je ne suis pas en lutte d'ailleurs, ce qui a produit le plus de meurtres de masse de toute l'histoire du monde. Hein. On a exterminé de plus grand nombre de gens sur Terre, et d'ailleurs des blancs chrétiens, hein, au nom de l'idéologie des Lumières. Hein. C'est ce qui a produit le plus de violence. Les musulmans n'ont pas tué le 10e de ce qu'ont tué les héritiers des Lumières, c'est-à-dire les francs-maçons français, allemands, anglais, etc. Hein, voilà, donc c'est clair. Donc il y a une incroyable arrogance des droits de l'homme aujourd'hui, car les droits de l'homme, effectivement, c'est cette religion, ça s'appelle comme ça, hein, cette religion maçonnique, etc., ça s'appelle les droits de l'homme. On a tué énormément de gens dans les droits de l'homme, aujourd'hui ce sont dans les droits de l'homme qu'on martyrise les Afghans, que les Pakistanais, dès ça a déjà commencé, et les Irakiens, etc. Voilà. Donc il y a une incroyable arrogance, incroyable malhonnêteté, et malheureusement une incroyable stupidité chez les instits et tous ces gens-là, et l'alcoolique qui a refusé de me serrer la main tout à l'heure. Celui, je pense qu'il est même plus marxiste, il n'a pas le niveau, parce qu'il faut dire Marx, c'est du haut niveau. Hein. Il n'a pas le niveau, j'ai vu à sa truffe, il sait pas. Donc lui, par contre, il doit être dans les droits de l'homme. Hein. Et il n'y a rien de plus éloigné, d'ailleurs, pour ceux qui ont la culture, que le marxisme et les droits de l'homme. Hein. Les droits de l'homme, c'est l'enculade bourgeoise. Hein. Je crois que c'est comment il s'appelait, Anatole France qui disait les droits de l'homme, c'est la liberté de tous les hommes, milliardaires ou clochards, de dormir sous les ponts. Je fais partie d'un collectif, je suis obligé de l'assumer, et ça s'appelle le destin de l'homme, c'est-à-dire que je suis français de naissance, je suis obligé d'assumer ma francité même face à toi, tu vois, parce que malheureusement, quand on dit les Français, vous nous... Quand un Algérien me dit
Vous nous avez, il me parle à moi, il me dit vous nous aussi. Moi, j'ai jamais fait la colonisation. Non, mais je suis bien obligé de porter ce nous français collectif. Ça s'appelle de la sociologie, ça s'appelle de l'anthropologie, c'est comme ça la vie. C'est-à-dire que les Allemands, quand il y a un Juif qui rencontre un Allemand, il fait « vous nous avez persécutés ». L'Allemand, il dit « moi je suis né en 1964, j'ai jamais rien fait, etc. » C'est quand même comme ça parce qu'il continue à payer, l'Allemand. Il faut le savoir, hein, il continue à payer. Voilà, donc le nous collectif est quelque chose qui existe en sociologie. Et nous devons en tenir compte car c'est une réalité. Il y a des nous, des vous et des ils. Il y a les Français. Et il y a effectivement les Français de souche. Alors il y a plusieurs d'ailleurs degrés. Il y a les Français plus récents. Il est évident que quand on est un Français que depuis les années 60 et qu'on est de religion musulmane et qu'on arrive du Maghreb, effectivement, c'est un degré de francité plus frais, plus récent, comme une peinture qui n'est pas encore sèche, plus fragile, qu'un type dont la famille remonte au XIVe siècle français qui a fait les croisades. C'est une évidence. Mais c'est une évidence que si moi je disais demain, comme certains, j'adore le Sénégal, ça fait 30 ans que je vis au Sénégal, je suis sénégalais, il y aurait peut-être un Sénégalais de souche pour me dire « tu n'es pas tout à fait totalement aussi sénégalais que moi », et moi j'aurais eu l'humilité de lui dire « bien sûr, mais j'aime ce pays ». Moi je vis au Pays Basque, je ne donne pas des leçons de basquitude aux Basques, parce que sinon ils me pètent la gueule, parce que les Basques, c'est comme les Corses, hein. Ils n'aiment pas que les étrangers leur donnent des leçons. Or en France, on est dans un pays étrange où il y a une communauté de gens qui se prétendent d'ailleurs, quand ça les arrange, israéliens, etc., qui nous expliquent que c'est que la France, toute la journée. Voilà. Moi je dis, c'est pas eux nous expliquer ce que c'est que la France, ce qui ne veut pas dire que la France n'existe pas, ce qui ne veut pas dire qu'on ne peut pas tous être français. Je pense qu'être français, déjà, c'est aimer la France. Et on a envie de l'aimer. Et l'aimer pour de bonnes raisons, c'est-à-dire, c'est mon pays, il y a des choses bien dans ce pays, j'en fais partie. Moi, pourquoi j'aime la France? Parce que quand je regarde une équipe de sport jouer, que c'est l'équipe de France, j'ai envie qu'elle gagne et je suis un peu malheureux quand elle perd. C'est assez con, quelque part. Mais je suis quand même comme ça. Et quand je vois l'équipe de handball gagner, et que je vois que le jeu à la française est l'addition d'un joueur croate, d'un joueur antillais, etc. Et je me dis, nous on a ce génie-là, les Français, c'est qu'on est capable de faire de n'importe qui vient de nulle part, un bon Français en une génération. On est un des seuls pays à y arriver. Hein. Un Anglais, tu ne deviens jamais Anglais. Les Anglais sont communautaires, tu peux porter la burqa en Angleterre, mais tu resteras toujours un musulman pakistanais qui vit en Angleterre. Tu ne verras jamais un Anglais. Nous, on a ce défaut qui est notre qualité, c'est qu'on a envie que tout le monde devienne français. Et c'est une définition assez ouverte. Mais ça passe quand même par l'amour du pays. Voilà, c'est des mecs qui mouillent, ça s'appelle aimer le drapeau. Quoi, je veux dire, voilà. Et moi, je n'aime pas trop les gens qui disent moi je suis en France, j'en ai rien à foutre, j'aime pas ce pays, c'est de la merde, etc. Je me dis, plus il y aura de gens comme ça, moins ça marchera, c'est tout. Et ça... Bien sûr, c'est une minorité. Mais moi, je ne suis pas... Besançon, il adore ça, lui. Il les préfère. Hein. Il préfère les types... L'autre jour, il y avait, t'as vu, sur l'identité française, il y avait une réunion. Il y a des mecs qui sont venus, des petits gauchistes français, d'ailleurs blancs, parce qu'en général, c'est les plus blancs, les plus français qui détestent le plus la France. Et ils se sont mis à faire semblant de vomir parce qu'il y avait un débat sur l'identité nationale. Et c'est Farid Smaï qui a dit, moi, je vous dis, voilà, la France, quand les touristes chinois y viennent, ils visitent les châteaux de la Loire. Et ça s'appelle le génie français, ça existe. La France est un long processus qui remonte quand même au baptême de Clovis. C'est pas un pays récent, la France, c'est un vieux pays, c'est un des plus vieux pays du monde méditerranéen. Et c'est un pays qui rencontre en ce moment des turbulences violentes, notamment liées à des violences qui sont liées au mondialisme. Parce que même de toute façon, l'immigration dont on parle, qui a été une immigration incontrôlée et mal faite, c'est déjà pour des raisons de capital. C'est M. Bouygues qui disait « je veux des ouvriers pas chers et je veux qu'ils viennent avec leur famille, pour qu'au lieu d'envoyer l'argent au bled, ils le dépensent ici ». Tu vois ce que je veux dire ? Donc, c'est pour ça que je dis que la malhonnêteté, elle a été déjà qu'il n'y a jamais eu d'invasion de la France. Il y a eu un projet patronal, donc jamais choisi par le peuple, mais par les gens, pour des raisons d'argent, et aussi pour des raisons de domination. Parce que malheureusement, on le voit, un peuple métissé est beaucoup plus facile à dominer qu'un peuple ethniquement cohérent. Le vrai problème du métissage, qui est un processus de destruction, il faut le savoir, car le métissage, ce n'est pas le meilleur du Maghreb qui s'allie au meilleur de la France, c'est la destruction de la culture française, de la culture maghrébine, par le mondialisme. Car quand un métis en banlieue, c'est quoi? Ce qu'on appelle le métissage, c'est un type en survêtement, con comme un balai. Si c'était le meilleur de la France et le meilleur de l'Algérie, ça donnerait ce qu'on appelle le jazz Miles Davis, c'est-à-dire le meilleur de l'Afrique, le meilleur de la liturgie protestante et le meilleur de la musique de Bach, ça donne le jazz. Là, c'est ce qu'on appelle réellement du métissage au sens positif. En réalité, ce qu'on appelle le métissage, c'est le melting pot. Le melting pot, c'est la mise en confrontation de deux civilisations par un tiers manipulateur dans le but de les détruire toutes les deux. Et quand tu mets un Maghrébin et un Français en banlieue, tu ne produis pas un Maghrébo-Français. Tu produis un con de sous-prolétaire noir américain des ghettos. C'est pas pour rien que l'Empire mondialiste s'est attaqué au peuple serbe dans les Balkans. Car c'était le peuple le plus rétif à la domination. C'est un peuple de guerriers virils qui ne se n'est jamais soumis à personne. Et ils se sont dit, ceux-là, il faut qu'on se les paye. Et le même Empire mondialiste s'est dit, il faut qu'on se paye la France. Parce que la France, ça résiste. C'est un truc qui sait dire non à certains moments. Et qui sait dire non avec tout le monde, c'est ça que je veux dire, attention, je veux dire, qui peut dire non avec des Antillais, des Algériens, etc. Mais c'est un modèle d'insoumission relative par rapport à la logique impériale. Et aujourd'hui, Sarkozy a été financé et élu pour mettre la France à genoux. Et non seulement la mettre à genoux, mais nous opposer
Au lieu qu'on s'en prenne à l'Empire qui nous a mis à genoux, qu'en plus on s'engueule entre nous. C'est pour ça que moi je refuse l'engueulade que vous êtes capable de voir créer, car c'est le piège absolu. On ne peut pas s'engueuler, mais il y a combien de Français dans la salle? Levez la main, tous les Français. Les Français? Tous les Français? On est tous Français. Et de toute façon, moi je m'en fous, je suis pas français de tout, je suis savoyard et même à moitié suisse. Je m'en fous, j'aime la France. Et je m'intéresse, comme je m'intéresse aux jeux à la française en football ou aux jeux à la française en handball, je sais que la France produit un jeu spécifique, une manière spécifique qui est liée à sa langue, à sa manière, etc. Ça peut être aussi, il y a un défaut français, il y a une médiocrité française, et il y a aussi un génie français. Moi, ce qui m'intéresse, parce que je suis un patriote français, c'est de défendre coûte que coûte le génie français, avec tous ceux qui veulent bien participer, et j'ai bien identifié qui voulait détruire le génie français, et qui voulait y participer. Et je pense que les gens qui sont là ce soir, c'est qu'ils ont compris déjà ce piège. Mais je n'aurais pas dit que vous deviez vous lever avec le drapeau, personne ne met de drapeau aujourd'hui. Simplement, je dis, ceux qui vont élever à haïr la France, à cracher à la gueule aux petits Français avec qui vous vivez dans les cités, etc., nous ont tous manipulés. Ils nous poussent à la guerre civile. Maintenant, après vous avoir dit, vous êtes des génies, vous les métis, c'est Yannick Noir, vous les Noirs, vous êtes géniaux, vous dansez bien, vous jouez bien au football, vous les Maghrébins, vous êtes les victimes de tous les racismes, les méchants Français, la guerre d'Algérie, etc. Ils vous ont pendant 20 ans dit que vous étiez les rois du pétrole, et nous, des ordures, les Français de souche, hein, le sous-chien, comme on dit. C'est pas pour rien qu'ils ont fait du sous-chien, tu vois. C'est pour que je le prenne mal, tu vois. Mais bon, je le prends pas mal. Bon, et ben maintenant, qu'est-ce qu'ils ont fait les mêmes? Ils nous disent, nous, mais nous, on est tous des blancs occidentaux, judéo-chrétiens. Le problème, c'est les bamboulas et les musulmans. Ils vont nous voir les uns après les autres pour nous montrer qu'on se tape sur la gueule. Et moi je dis, même si je n'aime pas les mecs de banlieue, même si je ne suis pas un fanatique des musulmans, je refuserais d'aller taper sur un mec parce qu'un enculé m'a donné l'ordre qui a d'abord essayé de faire que l'autre me tape sur la gueule, tu vois. J'ai vu la manip, je refuse de tomber dedans, voilà. J'aime bien les musulmans parce qu'on m'a ordonné de les détester, point, c'est tout. Voilà, j'ai voté Le Pen, pourquoi? Pour ceux qui savent, parce que c'est interdit. Voilà, c'est tout, ok? Si on ne réagit pas de manière positive au piège qui nous est tendu, le conflit de civilisation peut devenir réel. C'est-à-dire qu'à un moment donné, par la manipulation médiatique, politique, et les agents infiltrés, etc., parce qu'il y a de tout, de pousser réellement à ce que là ça pète, parce qu'on voit très bien qu'il y a des pays comme le Liban, qui étaient des pays qu'on appelait la Suisse du Moyen-Orient, et bien en 1975, la guerre civile a éclaté. Et c'est une succession d'escalades, de provocations, des gens qui achètent des armes, qui donnent des armes à des mecs, des leaders qui veulent exister, des petits malins, on en trouve toujours des petits malins, pour se pousser du col en allant, etc. En Afrique, ça se passe toute la journée, au Congo, partout. Il aurait été beaucoup plus facile qu'on croit de pousser à la guerre civile. Hein, on crée des tensions, on crée des colères, on crée des incompréhensions, on amène du pognon et des armes, on fait monter des leaders, et quand ça commence à tirer, ça tire dans tous les sens, tu vois. Et d'ailleurs, il faut bien comprendre que s'il y a la guerre civile demain en France, ceux qui en prendront plein la gueule seront les musulmans, évidemment. Parce qu'il ne faut pas oublier que l'armée française, ça existe, la violence de la France, elle sait aussi s'exprimer parfois, et que les gens qui te disent de toute façon on va se les payer les fromages, etc., vous voyez bien que là les CRS c'est des gentils, c'est des Gaulois, mais le jour où on aura préparé l'esprit des gens par un travail médiatico, etc., à ce qu'ils admettent la pacification des banlieues par la violence, et c'est à ça quelque part qu'on peut amener, parce qu'il faut amener les opinions publiques à l'admettre, cette pacification se fera très bien par les armes, très violemment et très vite. Hein. Il n'y aura pas photo. Le match sera perdu très vite par les mecs des cités qui croient que. Parce que ce n'est pas comparable. Une armée nationale, etc., qui décide d'engager une attaque, avec des gamins qui bricolent avec des flingues, etc. Il ne faut pas rêver. Cette guerre sera perdue. Hein. Et je pense d'une façon, elle sera perdue pour tout le monde. Parce que le jour où ça sera passé, le chemin ne sera plus. On ne pourra plus revenir en arrière. C'est une fois qu'il y a eu du sang, etc. Et c'est pour ça que je pense qu'effectivement qu'il y a urgence de procéder à ce qu'on appelle une réconciliation nationale, telle que moi je la conçois, mais je ne suis pas le seul, de dialoguer avec des musulmans qui incarnent des valeurs, non pas des valeurs de combat et de haine et de manipuler, etc., et de faire le travail inverse de ce que fait le travail visiblement de système de plus en plus, parce qu'aujourd'hui on a un gouvernement comme Sarkozy, dont la citation à la haine raciale est pratiquement un mode de gouvernement. Parce qu'on sait très bien qu'en jouant les faux culs comme ils savent très bien le faire, en mettant des burkas toute la journée, etc., l'amalgame se fait, plus le 11 septembre, ce qui n'est pas rien le 11 septembre, le danger islamique, etc., et bien aujourd'hui, tout Français qui regarde la télé, même si c'est pas un méchant, voit le musulman comme un type, t'as vu quand même son regard, machin, il a fait une ceinture de bombe comme un Palestinien, etc. Et malheureusement, ce climat, il est créé volontairement, et il faut bien comprendre que sociologiquement, là où il y a le plus d'inculture, le plus de souffrance, c'est là où sont en confrontation les Français pauvres, et les musulmans des classes sociales les plus pauvres, c'est-à-dire qui viennent du bled, donc qui pratiquent un islam, je dirais, le plus arriéré, parce qu'à Neuilly et au Vésinet, il n'y a pas de problème avec les Saoudiens milliardaires. Hein. Quand on pense aux musulmans, on pense toujours aux Maghrébins pauvres des cités. Hein. Et que malheureusement, nous sommes là pour éviter que ce piège se referme sur nous, car c'est sur nous qu'il se refermera. Parce que ça pètera où?
ça pètera pas dans les centres-villes surprotégés par la police. Vous avez remarqué que les petits banlieusards, les petits taggeurs, dont je me suis moqué pendant des années, ne sont jamais allés taguer l'Élysée ou quoi que ce soit, ou même le ministère de la Guerre, ils ont tagué les RER dans lesquels leurs propres parents allaient à 6 h du matin s'asseoir pour aller travailler. Donc finalement, qu'est-ce qu'ils brûlent? Ils brûlent les voitures en bas de chez eux, ils cassent la gueule aux gens, à la limite au mieux des pavillons d'à côté, mais il n'y en a jamais un qui a eu l'idée de monter une horde pour attaquer les centres-villes. J'ai jamais vu un Ziva dans le 7e arrondissement, etc. Au mieux, ils vont sur les Champs-Élysées parce qu'ils n'ont pas bien compris, mais ils ne vont jamais dans les vrais quartiers bourgeois. Et s'ils y allaient, là je peux vous garantir que la police fait son travail. Parce qu'en réalité, on laisse la situation pourrir là où on a intérêt qu'elle pourrisse. Et elle pourrira là où il n'y a que des pauvres et des braves gens, et donc là où il y a des électeurs du Front National, qui ont raison de voter Front National parce qu'ils ont plein le cul, et là où il y a des maghrébins issus du bled, qui de bonne foi pratiquent un islam qui est plutôt un islam culturel qui représente le patriarcat du Maghreb, et qui est donc en confrontation violente avec l'idéologie post-libertaire française. Donc ça pètera là où il n'y a que des pauvres gens, c'est ça qui est évident. Ça pètera à Neuilly, le Saoudien et le bourgeois qui vote Sarkozy, ils se débrouilleront quand ils se croiseront dans l'escalier, qui est grand d'ailleurs, l'escalier est bien entretenu par la femme de ménage, ils ne se taperont pas sur la gueule. Ils sont toujours au-dessus, hein. Je veux dire, à un certain niveau, il n'y a pas de guerre, hein. Ils sont tous copains. Voilà. Et c'est pour ça que je dis, on doit faire très attention, car en réalité, c'est en train de venir, cette histoire. Hein. On a vu la Suisse, les minarets, la manière dont c'est médiatisé, il y avait eu les caricatures de Mahomet, on a vu maintenant que c'était l'extrême gauche qui jouait à ce jeu-là, parce que ça aussi, il faut comprendre. Charlie Hebdo qui relaie les caricatures de Mahomet, c'est une campagne qui a été montée par le plus grand journal d'extrême droite danois. Donc aujourd'hui, une certaine extrême gauche anti-islam se sert à exactement le même discours et les mêmes méthodes qu'une certaine extrême droite sioniste. Donc il y a eu des convergences qu'il faut identifier. Aujourd'hui, l'extrême gauche, au nom de la laïcité, est anti-islam, comme l'extrême droite au nom de l'identité européenne blanche. Finalement, c'est une extrême gauche et une extrême droite, et ils sont la main dans la main. Et d'ailleurs, ce soir, on peut imaginer, quelque part, que... ils étaient très contents de nous empêcher d'essayer de discuter, c'est évident. Et on le voit en Hollande, on le voit en Belgique, on le voit un peu en Italie, et en Italie ça commence à péter, il y a des ratonnades, etc. etc. Et quand l'État valide la ratonnade, c'est comme quand les Juifs disaient on est allemand, il n'y a pas de problème, en 1933 on a des papiers, Hitler lui il est autrichien. Quand à un moment donné, parce que ça aussi c'est ce jour de pareil avec Ramadan pour discuter, lui il dit je veux la loi, l'application de la loi. Mais la loi c'est pas la loi coranique, c'est la loi comme on le sait républicaine, c'est la ratification d'un rapport de force. Les lois, elles changent. Donc le jour où il faudra une loi pour qu'on ait le droit de tirer à vue sur les musulmans, ils la font voter, elle sera votée. Comme on a fait voter, même Maastricht, c'est repassé par Lisbonne. Il faut bien que vous compreniez ça, la loi ne protège de rien, et les papiers, quand tu vas au commissariat montrer que tu es français avec des papiers, que c'est les flics qui ont ordre de t'arrêter, de te déporter, tu ne vas pas au commissariat pour montrer tes papiers. Tu vois ce que je veux dire? Il n'y a plus de papiers. Donc ça veut dire qu'à un moment donné, toutes ces espèces de fausses protections, qui sont aussi des connards, j'aime pas aussi les Mélenchons, il n'y a pas de problème, de toute façon on est tous français, on a des papiers. Bien sûr qu'il y a un problème. On a très bien compris que les papiers, c'est pas la nationalité, qu'il y a des tensions. La burqa, il n'y a pas de problème, parce que dans l'espace public, on a le droit de s'habiller comme on veut. Bien sûr qu'en théorie, oui, la loi dit ça, on a le droit de porter une burqa, comme si on a le droit de porter une tenue de carnaval. Mais t'as bien vu qu'ils vont faire passer une loi, et elle va passer, elle est déjà passée d'ailleurs, c'est décidé, ça marginalise et ça diabolise les musulmans, ça les pousse à se radicaliser, les femmes vont exprès mettre des burqas pour dire on vous emmerde, vous nous faites chier, il y aura les caméras de journalistes à la gamelle pour bien le montrer, ça fait monter la tension entre Français et musulmans, ça montre que c'est impossible, inconciliable l'islam et la France, que Soral c'est un con, un naïf manipulé par les musulmans ou payé par Ahmadinejad, j'entends déjà ça toute la journée. Voilà. Et donc, si tu veux, c'est pour ça qu'on doit être hyper balèze dans la fraternité, parce qu'ils adorent qu'on s'engueule, les autres. Hein. Et je peux dire que je suis même étonné ce soir qu'il n'y ait pas un salafiste qui commence à me sortir des phrases parce que j'en ai déjà eu, un mec voilà, qui t'explique en gros que je suis un vendu, parce que je veux qu'il y ait un islam en France, et voilà. Enfin, tu vois, le mec, parce que le meilleur allié, quelque part aussi, de ceux qui veulent nous faire l'impôt, quelque part, c'est... Bon, on va dire l'islamo-soumis, ça existe, hein, l'islamo-soumis, en Égypte on le voit bien en ce moment, et puis aussi l'islamisme radical, ça aussi, et comme par hasard d'ailleurs c'est lié au wahhabisme, etc. On voit bien que le pouvoir aime bien mettre en scène, d'ailleurs en ce moment ils cherchent des filles à burqa qui disent il n'est pas question que j'enlève, enfin il faut aller les chercher quand même, hein, mais ils adorent ça. Et puis les journalistes disent, ouais, mais on défend leur liberté d'expression, etc. Le but, c'est de faire monter la tension, de faire peur aux Français, de dire, vous voyez bien les musulmans, mais c'est impossible, Français musulmans, ça n'a rien à voir, etc. Et jamais on vous montrera tous ces musulmans que je rencontre, qui sont des Français qui ont Bac+8, qui pratiquent un islam sincère et discret, et qui leur permet d'ailleurs, qui leur a permis de sortir de tous les pièges que leur avait tendus la soi-disant immigration géniale de la France, parce que la vérité sociologique, c'est que ceux qui s'en sortent le mieux en France, issus des quartiers, sont les musulmans.
Il est en train d'émerger de l'islam de France une bourgeoisie. Et c'est pour ça aussi que les autres veulent se les payer. Parce que demain, les musulmans éliront leurs propres représentants, auront leurs propres journalistes, leurs propres médias, leurs propres télés. Et si aujourd'hui les musulmans sont montrés du doigt par une certaine communauté hostile, c'est parce que s'ils ne les baisent pas tout de suite, dans 10 ans, ce n'est plus les cousins qui vous donneront des ordres. Les musulmans sont de banlieue, ceux qui s'en sortent le mieux, qui sont en train de faire émerger une bourgeoisie, et donc qui sont capables de créer de l'emploi pour eux-mêmes, de produire leurs propres médias, et qui demain produiront leurs propres imams. On est d'accord. Et ce jour-là, ils ne se laisseront plus manipuler. Et le jour où ils ne seront plus manipulés, il y en a qui s'inquiètent, parce qu'ils aimaient bien pousser le français de souche contre le musulman. Et ça se joue en ce moment. Ça se joue en ce moment, parce que dans 10 ans, vous aurez gagné. Plus personne, ça sera comme les Vietnamiens, plus personne vous expliquera ce que c'est que l'histoire de la colonisation, comment on doit comprendre le Coran, qui est-ce qu'on invite à la télé, parce qu'on a bien vu quand même que on vérifie qu'une communauté est dominée, parce que c'est jamais elle qui choisit qui elle va envoyer à la télé pour parler en son nom. Hein. Qu'est-ce que vous avez eu jusqu'à présent? Malek Bouti, Harlem Désir. Il y a eu aussi un autre aussi qui était venu, Mohamed Sifawi, là. Oui, d'accord. Jamais vous n'avez eu droit à avoir un représentant. Le seul qui tient à peu près la route, c'est Tariq Ramadan. Malheureusement, il est égyptien, suisse. Il n'est pas français. Il y a 6 ou 7 millions de Français musulmans, tu l'as dit. On ne peut pas trouver un Français musulman pour parler de ce que c'est que l'islam à la télé. Jamais il y en a eu. C'est les sélections, c'est fait exprès. C'est ce que je suis en train de dire. Oui, voilà. Combien de temps vous allez tolérer ça encore? Et je pense que plus cette communauté musulmane se structurera de manière intelligente, et comprendra qui sont ses ennemis, et arrêtera de tomber dans les pièges de déclaration de guerre à la France de souche, etc. Ce que malheureusement fait beaucoup Ouria Boutelja, qui a un pied dans le trotskisme et un pied dans le FLN, parce que je sais exactement pourquoi elle fait ça, parce que si elle ne faisait pas ça, elle ne passerait pas à la télé. Mais malheureusement, elle fait du tort aux gens qu'elle prétend défendre. Parce que quand on commémore la défaite de Dien Bien Phu à la Goutte d'Or, alors que les Vietnamiens, eux, ne la commémorent pas, tu vois, les Français, ils doivent... Est-ce qu'elle a conscience de ce qu'elle fait en fait? Ben, il faut lui poser la question à elle. Ouais. À moitié-moitié. Qu'est-ce que Besançon a conscience Ah quand si, il... non mais Besançon, oui. Non mais d'accord, mais Ouria, j'ai essayé de lui... J'ai parlé déjà avec elle, je dis, mais est-ce que franchement tu crois que c'est pas contre-productif ce que tu fais, tu vois, de traiter les Français de sous-chiens? Ben, sa réponse, c'est... elle répond pas. Voilà. Et voilà. Et c'est ça, j'ai dit, il y a moyen de faire mieux, quoi, voilà. Mais c'est pas moi qui vais le faire, moi je ne vais pas vous expliquer ce que c'est que l'islam, et c'est pas moi qui vais choisir votre représentant. Mais je verrai bien le jour où je vois un type qui représente les musulmans de France, et qui a le niveau. Je veux dire, enfin, un mec qui a le niveau. Pour l'instant, je vois qu'on n'en est pas là, et je sais pourquoi on n'en est pas là, parce que c'est pas vous qui les choisissez, les représentants. Alors à un moment donné, il va enfin falloir que vous passiez de l'indigénat au respect. Parce que le maire là, de Vanvelin, il vous traite comme de la merde. Hein. Ce soir, il vous a interdit de discuter avec moi. Pourquoi vous êtes en difficulté aujourd'hui? Je vais finir là-dessus. Parce que on vous a tellement appris à dire merde à la France, par le rap, le machin, on amalgame tout, hein, aujourd'hui. Le mec qui dit un arabe, un noir, un machin, pour eux, ils appellent ça les boucaques, n'importe quoi, enfin les banlieues. Ils mélangent les Antillais, les Africains, les animistes, les musulmans, les Marocains, les Algériens, ils en ont rien à foutre. Pour eux, c'est le peuple des banlieues, hein, vous êtes gris, voilà. Et c'est le gris, mais oui, c'est comme ça, le gris, c'est celui qui a dit la France, c'est de la merde, je la baise, tu vois, nique ta mère. Et les Français, malheureusement, ils ont entendu ça pendant 20 ans. Et tous ceux qui n'ont pas dit ça, on leur a jamais donné la parole. Mais par contre, un Joe Star, on lui a donné le micro toutes les semaines. Donc on a une pente à remonter. Vous, pour que les Français comprennent que vous n'êtes pas simplement des gris qui disaient je nique la France, et moi, pour qu'on ne me traite pas de traître, quand je dis aux Français de souche, je connais des tas de types de banlieues qui sont des mecs super, c'est des super Français, c'est une chance. Effectivement, c'est une chance pour la France, ceux-là. Parce qu'ils ont vraiment envie, en plus, de tout défoncer, comme tu le disais. Ils ont envie de bosser, ils sont malins, ils ont de l'énergie, c'est des forces vives. Leur filer le RMI, et le chichon, c'est pas la bonne solution. Mais pour ça, il faut qu'on le fasse ensemble. Parce que sinon, moi, on me traite de traître et de naïf ou de vendu. Enfin, toi, on dit vous êtes un naïf ou un vendu. Et puis quand j'ai dit mais non, il y a lui, il dit oui, mais lui, c'est un marginal, lui, il est bien, mais les autres, non, tu vois. Donc, effectivement, c'est un travail qu'on ne peut faire qu'ensemble, où chacun fait sa part de boulot, mais que si on ne le fait pas ensemble, fraternellement, dans un respect qui n'est pas non plus une soumission ni d'un côté ni de l'autre, on l'aura tous dans le baba. Chaque fois que je fais des réunions comme ça, bon là c'était sur l'islam, mais de toute façon on arrive souvent à ce sujet-là, voilà. Et moi j'ai un public assez mixte, on va dire, ça se passe toujours très bien, parce que même s'il y a 2-3 fois, tu vois, un petit truc, il n'y a jamais eu de bagarre. Et moi j'ai fait des réunions Front National, les banlieues, ça se passe très bien quand on peut parler en direct. L'autre problème c'est toujours les manipulations.